Roger, c'est le seul cas dans le monde. Seul et unique. Ils sont atteints d'une maladie extrêmement rare. Ils ont décelé une anomalie, mais ils ne savaient pas ce que c'était. En fait, il a un retard immunitaire, il a un retard de croissance, mais cérébralement, il est au top. C'est une maladie qui déforme le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'elle a tout son côté gauche qui grandit plus vite que l'autre. J'ai les muscles qui s'affaiblissent de mois en mois et d'année en année. Il s'agit de la maladie de Kennedy. Face à la maladie, ils se sentent souvent seuls et démunis. J'ai pas d'amis, j'ai pas de chérie, j'ai rien. Ben, tu sais, c'est pas en restant... J'ai que de la famille. Alors écoute-moi, t'as eu beaucoup de soucis depuis que t'es petit, t'as eu beaucoup d'opérations, mais à chaque fois, tu restes debout. Il faut rester debout, il faut être positif. Mais où puise-t-il la force d'avancer? On ne sait pas c'est quoi son avenir. On ne connaîtra jamais voilà, si elle partira avant ou après nous. Mais il faut avancer, il faut la faire vivre, il faut que nous aussi on vive. Regarde bien tous dans leur tête, peut-être sont souffrance. Peut-être. Peut-être. Eh ben, faut se dire dès aujourd'hui, faut se battre. Faut rien lâcher. Faut rien. Bonjour à tous, merci de nous renouveler votre fidélité chaque jour et merci à nos invités d'avoir pris place sur le plateau de Toute une histoire. C'est un témoignage rare que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui, celui de Rogers qui a 21 ans et qui vit dans le corps d'un enfant de 10 ans. Il est le seul au monde à souffrir de cette maladie et il a choisi le plateau de Toute une histoire pour nous raconter son quotidien, un quotidien que nous allons découvrir tout de suite en images. Et c'est avec les mots de ce jeune homme que nous avons décidé d'intituler le reportage que nous lui avons consacré « Un soldat dans la tête et dans le cœur ». Il y a quelques jours, à Saint-Raphaël, dans le Var. Ce matin, nous avions rendez-vous avec Rogers, le fils d'Ange. Mais malheureusement, comme c'est le cas régulièrement, il a dû faire face à un souci de santé. Son père se rend sur le lieu de travail de son épouse, Violette, pour lui donner des nouvelles. J'arrive de l'hôpital, la nuit, Rogers, il a encore des montées de fièvre à 39. Ils envisagent de faire un examen, peut-être une échographie ou un scanner. Là, je vais aller rentrer au bureau de l'association, je vais aller téléphoner, je vais m'occuper un petit peu de faire avancer les choses. Ouais, à là tout à l'heure. Il y a 10 ans, Ange a quitté son travail de chauffeur routier pour s'occuper à plein temps de son fils et de son association, les Petits Anges de la Vie. Roger, c'est le seul cas dans le monde. Seul et unique, reconnu officiellement. Donc comment voulez-vous qu'on puisse intéresser qui que ce soit? Mon rôle en tant que papa et président de l'association, c'est de trouver les moyens de donner un maximum de chance à mon fils. L'association aujourd'hui, elle est au plus mal et je crains pour l'avenir de Rogers. Les gens se mobilisent moins. Alors c'est à nous maintenant de lui montrer qu'on est là, qu'on va continuer à se battre et que rien n'est perdu. Il faut lui laisser espérer encore. Même si Violette préfère réveiller sur son fils au quotidien, elle doit pour le moment continuer de travailler à temps plein. Une dure réalité qui la fait culpabiliser. C'est pas évident tous les jours de rester professionnel et de garder le sourire en sachant que votre fils il va pas bien et que vous savez pas dans quel état vous allez le trouver. Je sais que je vais vendre mon fonds de commerce parce que j'ai failli le perdre 2 fois et je ne veux pas vivre avec des regrets. Je veux être là jusqu'au bout, c'est mon enfant. Mais c'est sûr, hein, des regrets, j'en ai tous les jours. Alors que nous étions en plein tournage, Rogers a dû être transféré en urgence de l'hôpital de Fréjus à celui de Nice. Le jeune homme de 21 ans souffre de fortes douleurs et son bilan sanguin n'est pas rassurant. Il doit passer des examens complémentaires dans ce centre spécialisé.
Alors écoute, maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. C'est la fièvre qui a fait que tu sois là aujourd'hui, parce que ça nous a fait découvrir que tu avais un petit problème. Encore un problème dans le sang, ou avoir mal au ventre. Mais oui, mais bon, malheureusement, ta Ou vie, la fièvre. ta vie, pour le moment, elle est comme ça, mais... Je suis trop déprimée, j'ai pas d'amis, j'ai pas chérie, j'ai rien. Ben, tu sais, c'est pas en restant... J'ai que de la famille. Alors écoute-moi, t'as eu beaucoup de soucis depuis que t'es petit, t'as eu beaucoup d'opérations, mais à chaque fois, tu restes debout. Il faut rester debout, il faut être positif. Hey, coucou Roger. Coucou. Bon, coucou. Emmanuelle s'est déjà occupée de Rogers il y a quelques mois. Ce jour-là, elle a découvert sa maladie. Voilà, il est entre de bonnes mains. Nous, l'équipe soignante, c'est vrai qu'on a été surprise au début parce que moi, je ne connaissais pas du tout, donc je me suis un peu renseignée. C'est une très belle rencontre en tout cas. Malgré ce qu'il a, c'est vraiment un petit bonhomme plein de vie. Alors, on se retrouve encore une fois. Eh ben oui, encore une fois, hein, en juin. Et Eh ça oui. nous fait plaisir quand même de vous revoir, Bah oui. qu'on soit en milieu hospitalier. C'est ma chouchoute. Eh oui, et oui, ben nous aussi, t'es notre petit patient chouchou. Hein Ouais. Bon, Bon, je vais vaquer à mes occupations, je vous laisse et je Merci reviens tout à beaucoup. l'heure. Merci, D'accord? Manuel. Allez, à tout à Merci, l'heure. Emma, pardon. Le plus gros souci qu'on connaît depuis, malheureusement, la naissance de Roger, c'est qu'on avance à tâtons dans tout. Puisqu'on ne connaît pas sa maladie, on n'est pas sûr d'arriver à le guérir un jour. La présence à ses côtés, malheureusement, elle est presque obligatoire. Quand il est hospitalisé 15 jours, 3 semaines, que moi je suis hospitalisé 15 jours, 3 semaines, le stress pour lui comme pour moi, il est grand. Tu peux pas vivre avec cette épée de Damoclès sur sa tête et sur la nôtre. Il est pas là, je flippe un peu. Je flippe. Que c'est tout pour moi, mon père. C'est mes yeux. C'est mon bonheur. C'est mon cœur. C'est mon sang. C'est tout pour moi. C'est ma vie. J'ai l'habitude des hôpitaux puis ma naissance. Je me dis, j'ai pas une vie comme les autres, normale. J'aimerais bien avoir me marier, avoir des enfants. J'ai peur de perdre ma vie à l'hôpital. C'est pas pour ça faut que je m'arrête. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. T'es un guerrier, t'es un soldat. Même ça se voit pas, c'est un soldat. C'est dans la tête et dans le cœur, c'est un soldat. L'image d'un papa et de son fils soudés, unis dans le combat. C'est beau que tu as dit sur ton papa. Enfin, que je me permets de te tutoyer, mais en fait, je devrais te tutoyer. J'ai le droit de te tutoyer, Rogers? Oui. Bon. Comment ça va? C'était quoi, il y a 4 jours, ça, ce reportage? C'était pas très longtemps. Comment tu te sens aujourd'hui? Mieux. La fièvre, A baissé? elle a baissé. Ouais. La prise de sang, elle est mieux. Je me sens mieux dans mon corps. Et maintenant, j'ai juste hâte, l'été arrive. C'est mieux l'été? Oui. T'as moins de problèmes de santé l'été? L'été, je peux profiter de la plage, des cousins, cousines, faire du jet ski, profiter des filles. C'est comme les jeunes. C'est comme les jeunes de mon âge. Les jeunes de mon âge, dès aujourd'hui, ils ont une voiture, un bébé, une femme, un appart, ça. Je comprends très bien. Moi, j'ai envie de construire ma vie comme eux, sauf d'une autre manière.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maladie? Comment s'appelle-t-elle? On l'a appelé provisoirement, et c'est un provisoire qui a duré, on l'a appelé dysplasie osseuse avec retard. Mais dysplasie osseuse avec retard, je pense que ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce qu'en fait, il a un retard immunitaire, il a un retard de croissance, mais cérébralement, il est au top, il a des capacités intellectuelles très développées et tout. Et on est resté comme ça avec une appellation. Et il a un problème immunitaire qui est très important. Donc c'est une maladie qui évolue? Qui évolue, mais qui est très surveillée de très près. Ouais. Parce qu'on a un très bon staff médical aujourd'hui et qui est très, très attentif. Et on a un problème immunitaire, un problème gastrique et un problème de croissance. Voilà. Alors, on va remonter quelques années en arrière, au 31 août 1993. C'est le jour de ta venue au monde. Ange et Violette, vous gardez quel souvenir de la naissance de Rogers? Un très bon et très mauvais en même temps, déjà pour cette naissance, mais c'est vrai qu'il était tout petit. Il faisait qu'1,8 kg, 40 cm, que des cheveux, les yeux écarquillés, parce qu'il avait les cheveux très longs. Enfin, carré long. Il est né à terme? Il est né à terme, c'est là qu'on m'a dit qu'il était né à terme, mais hypotrophe, enfin petit. Et donc c'est resté comme ça. Et donc les médecins ont décelé une anomalie, vous en fait part? Ils ont décelé une anomalie, mais ils ne savaient pas ce que c'était. En fin de compte, ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient au juste. En plus, c'est plus ça, c'est que pendant 3 ans, ça a été un petit peu... Une errance de diagnostic, comme on dit. On en reparlera tout à l'heure avec Arnold Munich, qui nous fait l'amitié d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 3 ans? Beaucoup d'épisodes à l'hôpital? Beaucoup d'épisodes. Il a vécu à l'hôpital de 0 à 3 ans, dans une incertitude, mais vraiment très difficile à supporter pour nous. Et on a grandi comme ça. Et malheureusement, la souffrance hospitalière qu'il a vécue, elle est encore là aujourd'hui. C'est la crainte de l'hôpital, d'être obligé de rentrer pour un examen, de lui dire on va le garder pendant 1 mois, pendant 2 mois. C'est son vrai problème. En grandissant, de quelle manière la maladie a-t-elle évolué, justement? Alors, il y a eu une accalmie dans sa maladie, il avait un traitement, bon voilà. Les séances d'immunité, c'est obligatoire toutes les 3 semaines, des injections. Il y a eu une accalmie dans l'évolution. Après un événement douloureux, et aussi c'est tombé avec en même temps ce qu'on va dire l'adolescence. Et là, la maladie, elle a cavalé. Mais comme entre-temps, on a changé d'équipe médicale, justement, là, on a vu les avancées. Même si elles sont légères, même si c'est des petits pas, mais on les voit. Mais la maladie a avancé beaucoup plus qu'on ne l'aurait cru. Donc avec des problèmes osseux, des problèmes pulmonaires? Pulmonaires, des problèmes gastriques. Donc il a tous les symptômes de la maladie de Crohn, sans avoir la maladie de Crohn. Pulmonaire? Pulmonaire aussi, bon, quand il a des séances. Et encore là, c'est un petit peu calmé dans le midi parce qu'on n'a pas la pollution. On ne peut pas rester plus de 10 jours sur Paris, par exemple. Ou Lyon, ou Marseille, voilà. Mais... Quelle organisation avez-vous trouvé pour lutter contre tout ça? Parce qu'il faut une vraie organisation, j'imagine, pour combattre. Donc Violette, pendant un moment, elle s'occupait que de mon fils, que de mes enfants, 24 heures sur 24. Et en 2010, j'ai eu une opération cardiaque, ce qui fait que du coup, je me suis consacré uniquement à partir de ce moment-là à l'association, à la vie de mon fils, à lui donner les meilleures chances et tout ce qu'on pouvait espérer pour lui. Mais c'est pas facile. Il est plutôt top, ce papa. Hein, Rogers? Des fois, je le pousse le bouchon trop loin. Pourquoi? Pourquoi tu pousses le bouchon trop loin? Il lève le ton. Ouais. Ma voix, elle est plus forte que sa voix. Ouais. Je crie. C'est fusionnel. Ouais. Et on se... Chamaille. On se dispute. On se dispute à chaque fois. Quand il n'est pas content sur un truc, moi, je renchéris sur le truc. Ouais, donc t'es pas le genre à t'écraser, quoi. T'es un peu têtu, hein, dans le genre. T'as du caractère, quoi.
même si majeur, vous me surveillez toute ma vie. En fait, ce qui doit être difficile pour toi, et je m'en rends compte en t'interviewant, tu vois, je t'ai tutoyé spontanément. Je n'ai pas à te tutoyer parce que tu es un jeune homme de 21 ans. Et donc, ce qui doit être très difficile à vivre pour toi, c'est ça, justement. C'est le fait qu'on te prenne pour un garçon plus jeune que tu n'es. Pour un toutou, pour un... Non, pas un toutou. Non, une façon de parler. Un chouchou. Un chouchou, un bébé, une poupée, une marionnette. Moi, je dis, en pleurant, c'est pas une marionnette, c'est un humain. C'est un jeune homme, faut me respecter. Un homme. Un homme. Et T'as déjà été amoureux? jamais. Ah. On dit non. Jamais. Une fille, jamais. Si. Non, pour faire ma vie avec elle. Non. Ah non, pas pour faire ta vie avec elle, mais on Tu as fait demandé jamais la main vie de avec la Lala. première. Tu as demandé la main en public à Lala. À Lala Joy, tu as demandé sa main. J'ai fait trois par là, trois par-ci, bisous sur la bouche. La preuve, elle m'appelle plus pour prendre des nouvelles. C'est qui, Lala Joy? Non, c'est une jeune fille qui est aussi artiste et lors d'une manifestation que j'avais organisée pour lui, elle est venue chanter et comme elle était toute petite de taille, toute fine, on lui donnait 17-18 ans et lui... Maintenant, elle a 24 ans. Il a flashé dessus et il a dit elle est à ma taille. Attends. Là, elle m'a proposé un truc sérieux. Elle me dit, ça te dirait, je te mets dans mon clip de film. J'ai dit, pourquoi pas? Par contre, tu me choisis un rôle facile, hein. Pas compliqué. Hein. Mais comment tu t'occupes? Quelles sont tes passions? À la maison, avec mon père, on parle. Quand ça va pas dans ma tête, il me remonte le moral. Ouais, parce qu'il y a des moments où tu as des coups de... les plombs. Ouais, tu pètes les plombs. Ça arrive à tous les jeunes de mon âge, ils pètent les plombs. Ouais. Moi, je me dis, quelle chance, j'ai des parents formidables et costauds. Et faut se dire, allez, en avant, on tourne une nouvelle page. Et chaque jour, c'est un nouveau jour. Voilà. Alors, Violette, 3 ans après la naissance de Rogers, vous êtes tombée enceinte d'un autre petit garçon. J'imagine que vous appréhendiez cette nouvelle grossesse. Tout à fait. Surtout qu'elle n'était pas prévue au programme du tout. C'est arrivé accidentellement. Mais bon, j'ai fait confiance. J'ai voulu faire confiance à la médecine. Bon, à 8 mois et demi, on m'a dit, voilà, on a un léger doute. Ouais. J'ai dit, ah non. Vous me marquez noir sur blanc, le léger doute. Parce que moi, j'ai pas un caillot de sang, j'ai un bébé. J'accouche ce soir, demain. Elle dit, ah non, on peut pas. Eh ben, j'ai dit, tant pis. C'est plus entre mes mains. Et Ruben, c'est arrivé. Mais petit, 2 kilos, un peu plus gros que Rogers. 2,50 kg, 42 cm, cheveux longs. Atteint du J'ai vu tout de suite. Ouais. On me l'a montré, j'ai dit, ouais, pareil. Plus grand, mais pareil. Sauf... Donc on a devancé tout ce qu'on a fait pour Rogers, on l'a devancé pour lui. Donc il n'a pas eu encore le même parcours, mais plus lourdement handicapé, puisque son problème à lui est identique à Rogers, avec le problème respiratoire plus important. Lui, c'est le transit. Ruben, c'était plus important. Voilà, Alors, il s'est accroché, Ruben, il s'est accroché. Il s'est accroché. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Et cette année-là, que s'est-il passé? Cette année-là, malheureusement, il a fait un néphroblastome, un cancer du rein en fait. Et les équipes niçoises qui le suivaient avaient demandé qu'on fasse juste un petit examen. Le professeur qui le suivait là-bas a voulu l'opérer. Et malheureusement, il y a eu des suites. Et il est parti quelques mois après. Donc ça a été un
drame évidemment pour vous tous et en particulier pour toi. J'imagine que tu étais très proche de ton petit Moi, frère. j'ai pleuré tous les larmes de mon sang. Je me dis, mon Dieu, faites, mon frère, il reste encore en vie, à côté de moi. J'ai les besoins de ce bijou. Mon frère, c'est un bijou pour moi. C'est tout pour moi. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'il est en toi et qu'il t'aide à te battre, à la combattre, cette maladie. Hein. Il te donne de la force, j'imagine. Et avant, il parte au ciel. J'étais à côté de lui, sur le lit, dans le lit, à l'hôpital Bonnet, à faire un câlin, à embrasser, dire courage, frère, courage, courage. Je sais, le microbe, il t'a tué, on va l'avoir un jour ou l'autre, on va l'avoir. C'est moi, je vais l'avoir. Je vais le tuer. Maintenant, je me dis, en rêve, je vais jamais réussir à le tuer. Il a tué avant mon frère. Maintenant, c'est moi, je me venge. Je vais à l'avant. C'est moi le grand frère. Allez, je montre l'exemple. À tous ceux qui sont malades. En avant. En avant. Handicapés ou pas handicapés, en avant. Marche. Faut pas regarder ses talons. Faut marcher tout droit. Rogers, on va saluer quelqu'un que tu connais bien et qui nous accompagne depuis des années puisqu'on s'est croisés sur plein de télétons et votre parcours familial illustre un certain nombre de problématiques que nous abordons. Évidemment, on a parlé de cette errance du diagnostic. Aujourd'hui, grâce à la carte du génome, il existe des prises de sang qui peuvent identifier une maladie dont un enfant peut souffrir dans le ventre d'une maman. On va voir si ça existait déjà à cette époque-là. Arnold Munich, qui est avec nous, généticien, qui a créé le département de génétique médicale de l'hôpital Necker pour les enfants malades, qui doit être évidemment bouleversé et très ému par le témoignage de cette famille que vous connaissez bien, Arnold. On se connaît depuis plus de 20 ans. Et je peux attester de deux choses, Sophie. La première, c'est que c'est un battant, c'est un soldat, ce sont des guerriers. Et la deuxième chose, c'est qu'une page nouvelle s'ouvre. Il a raison. Et il faut regarder devant. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, c'est quand il considère qu'il est seul au monde. On ne connaît pas d'autres Rogers, mais il y en a sûrement. Le vrai défi, c'est d'identifier les personnes qui ont la même maladie que lui. Tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres personnes avec le même problème, on ne pourra pas véritablement lancer de recherche et de faire des essais cliniques. C'est-à-dire qu'il faut combien de cas pour lancer un programme de recherche? Il faut au moins 2 enfants avec le même, deux personnes avec le même problème. Qu'est-ce qu'on a fait avec mes collaborateurs depuis plus de 20 ans? On a cherché tout ce qui était connu. Et puis, il y a quelques années, on a eu la possibilité de séquencer les gènes. C'était plus le séquençage du génome pour la première fois, c'est le séquençage pratiquement en routine de laboratoire. Et on a séquencé 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on a analysé tous les gènes de Rogers comparativement à ses parents. On a séquencé... Pour parvenir à identifier précisément on a regardé quelle est l'anomalie qui peut être à l'origine de ces problèmes. On a comparé un par un tous les gènes de Rogers et de Ruben à ceux de ses parents, à la recherche d'une éventuelle explication. On ne l'a pas fait une fois, on l'a fait 2 fois. Et 2 fois de suite, on a échoué. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'anomalie qui pouvait être responsable de ces problèmes. Ça ne me surprend qu'à moitié. Et avec son frère? Même avec l'aide de son frère. Ouais. Pourquoi je ne suis pas totalement surpris? Sachez que quand on fait 100 études de tous les gènes, comme on vient de le faire pour lui, comme on l'a fait pour lui, on trouve 1 fois sur 2 l'explication. On résout aujourd'hui 50% des problèmes. C'est-à-dire que 50% des cas ne sont pas résolus. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. C'est en cela qu'il a raison aussi. Ouais. Et qu'une page nouvelle s'ouvre, c'est qu'on a séquencé que les parties exprimées du génome, ce qui avait un sens intelligible par nous. Mais ce qu'on va faire maintenant,
C'est là où il a raison, où un nouveau chapitre s'ouvre, c'est que ce n'est pas seulement les parties exprimées des gènes du génome qui va être étudié, c'est la totalité de ces gènes. C'est un défi financier, un défi financier, parce qu'il n'y a pas de financement pour ça, ni, bien sûr, sécurité sociale, ni de recherche. Donc c'est un combat dont le papa de Rogers vient de nous parler pour arriver à aider les chercheurs, et il les a aidés. Vous nous avez aidés. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et On n'a pas sachez fini. que ça n'a pas de prix de résoudre son problème, mais ça a un coût. Aujourd'hui, faire l'étude qu'il faut par individu, c'est 3 500, 4 000 euros. Ouais. À multiplier par 3, 12 000 euros. Alors, ce que je voudrais juste souligner, c'est vous dites résoudre son problème. C'est pas le résoudre, c'est identifier vraiment son problème pour commencer à pouvoir trouver des C'est une solutions. condition nécessaire. Pas ça. suffisante, mais une condition nécessaire. Pour trouver l'identité. Pour trouver ce qu'il a et pour trouver d'autres sujets comme lui. Parce que je suis convaincu qu'il y en a. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il en existe. Et que quelque part, dans un pays, sur un continent, il y a d'autres adultes comme lui. Mais vous confirmez Le problème, c'est de les quand même- trouver. Vous confirmez quand même qu'en 20 ans, on a fait d'énormes progrès Considérables. dans le domaine génétique. Il y a 20 ans, on ne Fantastique. connaissait rien. Aujourd'hui, on arrive... Souvenez-vous, Sophie, quand on faisait le Téléthon, qu'on vantait le séquençage du génome, c'était une quinzaine de pays pour des milliards d'euros ou de dollars. Aujourd'hui, ce qui a été fait pour lui, c'est 700 à 1000 euros par individu. On est passé de plusieurs milliards à seulement 1000 euros. Et ça se fait dans un laboratoire de recherche comme l'Institut Imagine où je travaille, où il y a à la fois des enfants malades, des familles et des chercheurs. Donc c'est vrai que les méthodes d'analyse du génome se sont banalisées, se sont simplifiées, sont maintenant abordables. C'est pas pour autant qu'elles sont prises en charge. C'est ça. Mais c'est abordable. D'où le projet, justement, de financement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le biais de l'association de Rogers. Bon, on en reparlera On en de cette reparlera association. tout à l'heure. C'est la pub, là. Hein Ça va être la pub. Non, non, c'est pas la pub. On va juste saluer Marilyn. Bonjour Marilyn. Merci d'être là à nos côtés. Les témoignages que nous venons d'entendre doivent certainement faire écho à votre histoire, car vous aussi, vous vous battez au quotidien contre la maladie rare de votre fille. De quel syndrome souffre-t-elle? Le syndrome de Proté. Alors, Arnold, c'est vers vous que je me tourne, hein, parce que le syndrome de Proté... Mais non, c'est plus que moi. C'est ça. La Les caractéristique de tous ces parents dont les enfants souffrent de maladies rares, c'est qu'ils en savent au moins autant que les chercheurs. Plus. Parce qu'ils deviennent acteurs de la maladie de leurs enfants. Ils cherchent, ils se renseignent sur le net, hein, c'est ça? Alors, qui l'explique, vous ou elle? madame, allez-y. C'est une maladie qui déforme le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'elle a tout son côté gauche qui se transforme, qui grandit plus vite que l'autre. Qu'il y a des tumeurs qui poussent, il y a des lipomes. Ça lui fait pas mal. Des fois, on est obligé de les enlever. Des fois, elle peut rester avec. Voilà, ça la transforme. Il y a combien de personnes atteintes de ce syndrome dans le monde? C'est difficile à dire, c'est pas exceptionnel, c'est une maladie génétique, mais elle a la particularité de survenir après la naissance, après que l'enfant ait été fabriqué par ses parents. Et dans un petit nombre de cellules de l'organisme, il y a une erreur de recopiage qui se produit et les cellules commencent à proliférer et les membres ou les os ou la peau commencent à croître. C'est pas tout de suite à la naissance, c'est dans les mois ou années qui suivent. Et il y a des membres qui peuvent prendre des proportions considérablement augmentées. Mais on sait maintenant que cette maladie génétique, il y a une mutation, elle a été identifiée. Quand on s'est connus, elle n'était pas encore identifiée. Non, Depuis, elle a été identifiée. En janvier 2011, oui. En janvier 2011. Donc on sait maintenant quelle est cette mutation. C'est toujours la même chez tous les enfants qui ont le même problème. C'est la même mutation, comme s'il y avait un point fragile dans le génome avec une fragilité de ce gène qui a tendance à se casser à cet endroit-là. C'est vraiment dans un membre, mais pas dans la totalité de l'organisme, parce que si c'était la totalité de l'organisme, probablement que le bébé ne pourrait pas se développer. Donc c'est une partie seulement de l'organisme, le tronc, les membres, qui se mettent à grandir au point de ne pas pouvoir mettre une chaussure ou de ne pas pouvoir s'habiller. Est-ce qu'il y a forcément des antécédents familiaux? Non, accidentel. Accidentel. Toujours.
Alors, vos premières inquiétudes sont nées en 2007, lorsque vous avez donné naissance à Amy. Quelle particularité avait-elle quand elle est née? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Elle avait des petites taches en dessous du genou. Et bon, j'ai demandé à l'infirmière si elle savait ce que c'était. Elle m'avait dit non. Et le médecin m'a dit, vous prendrez rendez-vous avec un dermatologue et il vous dira ce que c'est. Des petites taches quoi, blanches? Oui, des petites taches couleur peau, mais ça ressortait, ça faisait du volume en fait. Et donc à la suite, on est allé voir plusieurs dermatologues. Il y en a qui nous disaient c'est rien, elle a trop cuit dans votre ventre, c'est rien, ça va disparaître. Et jusqu'à un jour où on en a vu une à Lyon et qui nous a dit je pense savoir ce que c'est, mais je vous dirai pas, je préfère faire mes recherches et je vous tiens au courant. Et puis elle nous a appelé le lendemain. Elle m'a dit voilà, je vous ai pris rendez-vous avec une généticienne à Lyon qui nous a dit voilà, votre fille a le syndrome de Proté, c'est pas grave. Asseyez-vous, puis on va parler de vos antécédents familiaux. Voilà, tout ce qu'on nous a dit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des recherches sur Internet? On est rentré chez nous et on a regardé sur Internet. Et là, vous avez découvert quoi? Eh ben, les cas les plus... Enfin, ce que voulait dire le Proté, quoi. Les transformations, ce que ça faisait sur le corps, les choses les plus graves. Sans qu'on nous dise, voilà, ça ne veut pas dire que votre fille aura ça. Non, parce que nous, on voit ça, on voit que c'est des personnes adultes, donc on se dit, il va arriver ça à notre fille. Donc, ouais, c'est la douche froide. J'imagine, Arnold, que vous êtes confronté à ça tous les jours, à des parents qui se sont renseignés, qui ont fait eux-mêmes leurs recherches et qui voient tout de suite le pire. Dans l'exemple de la maladie de Proté, c'est ce qui est extrêmement rare. On en voit peut-être 2-3 fois par an en équerre, le centre de référence. C'est très rare. Et la difficulté, c'est de corriger cette anomalie dans une partie du corps seulement. On ne sait pas modifier ce gène. Donc ce sont des traitements orthopédiques. Je sais que vous êtes suivis par des très bons orthopédistes, par des dermatos, qui vont pas remplacer ou modifier le gène, mais traiter les conséquences de l'anomalie. C'est ce que vous faites la plupart du temps. Combattre la maladie. Faute de mieux, les symptômes. Oui, les symptômes et les conséquences. Donc, vous êtes allé voir un grand spécialiste. Oui, parce qu'on a voulu un deuxième avis. Il faut être sûr que ça soit le Proté. Quand on a vu sur Internet que ça nous a fait peur, on s'est dit, on va voir à Paris. J'ai regardé sur Internet. Et donc, j'ai écrit... À Necker. J'ai écrit à un professeur Munich qui m'a appelé quelques jours après. Ça a été très court. Il m'a dit, oui, je vous mets en relation avec... un généticien à Paris qui connaît bien cette maladie, qui vous dira si votre fille a ce syndrome ou pas. Et voilà, le rendez-vous était quelques mois après. Entre-temps, on avait fait passer malheureusement plein d'examens à notre fille, parce qu'on voulait monter un équerre avec toutes les parties de son corps, parce que comme on avait vu sur Internet, ça touche un peu tout. Donc on s'est dit, on va lui faire passer des scanners, des IRM, des radios, comme ça on arrive avec le dossier, puis il nous dira si c'est ça ou pas. Et donc on monte un équerre. Et là, le généticien, je m'assois avec ma fille. Il me dit, c'est quoi ça? J'étais revenue avec un dossier comme ça, avec tout, les comptes rendus de toutes les parties de son corps. Et il m'a dit, mais je ne vais pas l'ouvrir. Je vais voir votre fille, je vais l'examiner, je vais regarder, je vais vous dire si je vois ça. Mais faites pas ça. Vivez pas comme ça. On va gérer quand la maladie va se manifester, quand il y aura quelque chose qui va changer. Là, oui, on fera les examens. Mais faites pas ça à votre fille, vivez. Avancez, vivez. On ne sait pas c'est quoi son avenir. On ne connaîtra jamais si elle partira avant ou après nous. Mais il faut avancer, il faut la faire vivre, il faut que nous aussi on vive. C'est important. Vous êtes d'accord, Arnold? Je vois... Oui, mais... parce que vous avez réagi quand elle a dit je suis revenue avec un dossier comme ça. Pourquoi? Oui, mais si vous voulez, la difficulté que rencontrent beaucoup de familles, c'est que ces familles pensent qu'un diagnostic dicte un pronostic. Le diagnostic, c'est une chose, le pronostic, c'en est une autre. Il ne faut pas s'amuser, au moment de l'annonce du diagnostic, à jouer les cartes anciennes et faire la boule de cristal. Le diagnostic, c'est une chose, le pronostic en est une autre. Et votre fille, elle vivra centenaire. Elle est magnifique, je l'ai vue tout à l'heure, j'espère qu'on va la voir d'ailleurs. Elle est magnifique et elle aura une grande et belle vie. Par conséquent, je ne suis pas inquiet pour le pronostic. Parce qu'on saura répondre au coup par coup à chacune de ces problématiques. Il faut répondre et surtout essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre le diagnostic et ce que l'avenir nous réserve. C'est complètement différent. Et qu'au bénéfice du doute, bien sûr, il faut être optimiste. Et il n'y a pas de raison, surtout dans cette affection, d'être inquiet. Je suis sûr qu'elle va vous étonner, elle va nous étonner pendant deux. Mais ce qui est sûr, Arnold, c'est que déjà,
avoir un diagnostic, c'est le début d'un combat. Oui. C'est important pour tous ceux qui sont dans l'errance. C'est la fin d'une étape et c'est le début d'une autre, Ouais. exactement. Voilà. C'est pas une fin, c'est un début. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on a vu ça tout à l'heure, il n'y a pas de combat possible. Il faut absolument savoir où est le problème. Maintenant qu'on le sait, pour vous, on se bat et surtout on peut vous rassurer sur l'avenir. Elle a quel âge, Amy, aujourd'hui? 8 ans. Comment a évolué sa maladie après le diagnostic? Eh ben, vers 2 ans et demi, 3 ans, son pied a commencé à se déformer. Les tumeurs sont arrivées, sa jambe a commencé à grandir plus vite que l'autre. Donc tous les ans, elle nous prend pardon, environ 1 cm. Et donc là, elle est à 5 cm d'écart avec son autre jambe. Donc elle porte des chaussures orthopédiques, des semelles orthopédiques. Et enfin voilà, là, ça fait 1 an qu'il n'y a pas de plus d'écart. Ça s'est stoppé. Ça fait 1 an que c'est toujours à 5 cm et c'est génial. Voilà, elle venait d'avoir sa greffe l'année dernière, avec un sourire. Elle nous rejoindra tout à l'heure, Amy. On va saluer Michel. Bonjour Michel. Alors Michel, vous êtes vous-même atteint d'une maladie méconnue et contrairement à nos autres invités, vous l'avez découvert il y a seulement 1 an. Il s'agit d'une amyotrophie bulbo-spinale, plus communément appelée la maladie de Kennedy. Tout à Quelle fait. est la particularité de cette pathologie? Cette maladie, elle est génétique. C'est une amyotrophie, donc j'ai les muscles qui s'affaiblissent, je dirais, de mois en mois et d'année en année, au point de ne plus me permettre d'avoir une activité normale. Comment vous l'avez découverte? Je l'ai découvert à l'issue de multiples examens. Au départ, j'avais une douleur au mollet. Alors j'ai fait des échographies qui ont écarté une éventuelle phlébite. Et puis d'examen en examen, j'ai fait un électromyogramme. Puis là, on m'a dit c'est probablement une myopathie, mais il faut aller plus loin, il faut rechercher. Alors bon, je me suis arrêté là, à cette époque-là, parce que j'avais pas envie, j'avais peut-être un petit peu peur de connaître la vérité. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 38 ans. Vous exerciez quel métier? Je suis sapeur-pompier. Donc j'avais une métier activité physique. physique intense. Voilà quoi. Et donc à cette époque-là, ça ne me gênait pas encore dans mon activité professionnelle. Donc votre vie a repris son cours jusqu'en 2006, où là vous avez dû affronter une épreuve douloureuse. Oui, mon épouse a fait une rupture d'anévrisme. Et donc, elle s'est retrouvée 3 semaines dans le coma, 6 semaines en soins intensifs, en réanimation. 6 mois de soins de rééducation, où je l'ai soutenue, je dirais, tous les jours. Et c'est à cette époque, peut-être à la faveur de ce choc émotionnel et affectif, que votre maladie a gagné du terrain. Vous l'expliquez comme ça? Oui, je l'ai constaté. Quand j'allais la voir, j'avais de plus en plus de mal à parcourir les longs couloirs de l'hôpital Henri Mondor. Donc là, je me suis rendu compte que mon périmètre de marche se réduisait progressivement. Voilà. Donc là, vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être reprendre les examens? Pas tout de suite. J'ai continué de consacrer beaucoup de temps à mon épouse, qui se remettait très bien de son AVC. Elle avait surmonté quasiment tous ses handicaps. On reprenait, je dirais, espoir. On commençait à formuler quelques projets. Et pourtant, vous avez à nouveau dû faire face à une terrible épreuve. Voilà. Elle a fait une infection pulmonaire. Et donc, elle a fait un choc septique, un arrêt cardiaque. Et elle est décédée. Elle est décédée. Voilà. Donc là, j'imagine que ça a dû être difficile à... Là, je suis passé par beaucoup de phases compliquées, difficiles, jusqu'à pratiquement commettre l'irréparable. Et puis, j'ai été voir une psychologue, un psychiatre,
Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi, quoi. Et donc, devant les difficultés Vous sentiez motrices, comment physiquement? de plus en plus mal. Au point de demander mon reclassement professionnel parce que je devenais dangereux pour moi, mais aussi dangereux pour mes équipiers. Donc, j'ai demandé un reclassement professionnel pour quitter l'opérationnel. Ce qui a dû être un nouveau Ça a été deuil. encore une nouvelle... Nouveau deuil. Voilà. J'imagine. Hein. Vous nous raconterez un peu plus tard la suite de votre parcours. Et si vous aussi, vous souhaitez nous parler de votre combat contre la maladie, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille de Toute une histoire sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour la suite du témoignage de Rogers et de nos autres invités. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Enceinte, vous souffrez de boulimie ou d'anorexie et cela met votre santé et celle de votre bébé en danger. Vous souffrez d'hémétophobie, la phobie des vomissements, et votre grossesse est un combat de tous les jours. Vos troubles alimentaires ont longtemps empêché toute grossesse, mais vous avez finalement réussi à tomber enceinte. À cause de votre boulimie ou de votre anorexie, vous appréhendez votre accouchement et d'éventuelles complications liées à ces troubles. Vous avez perdu votre bébé en raison de vos problèmes alimentaires et depuis, vous vivez dans la culpabilité. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet. J'arrive plus à supporter son besoin de séduire. Tous les jours, j'y pense. Et aujourd'hui, je suis très jalouse. Être en couple avec un séducteur, ce n'est pas vraiment de tout repos. Tu te rends pas compte, tu regardes jusqu'au bout, quoi. Tu te rends pas compte que c'est tous les jours comme ça. Il avait déjà la réputation dans le lieu du travail d'être un séducteur, d'être un charmeur. Donc j'y suis allée au début en me disant je vais pas m'attacher. En fait, je fais ça pour voir si je peux séduire sur les réseaux sociaux, même à travers un écran, pas seulement devant la personne. Je me sens complètement en insécurité. J'ai vraiment peur qu'il finisse par être infidèle à un moment ou à un autre. Car la frontière entre séduction et infidélité est parfois bien mince. Comment vous avez eu des doutes sur la fidélité de votre mari? Alors, il a eu un accident de voiture. Et là, on s'est retrouvés 3 femmes à son chevet. Je pense pas qu'elle exagère. J'ai ma part de responsabilité et il faut que je fasse des efforts de mon côté. Si vous pouviez lui dire un petit truc sympa, la regardant droit dans les yeux. Je t'aime. Pour un autre numéro de Toute une histoire. Vous vivez une histoire d'amour avec un homme marié depuis plusieurs années et vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Vous hésitez à garder cet enfant. Vous avez décidé de faire un enfant avec un homme qui est déjà en couple et à vos yeux, ce choix ne présente que des avantages. Quand vous avez appris que vous étiez enceinte, vous avez posé un ultimatum à l'homme marié que vous fréquentiez et il a fini par quitter sa femme. Vous aviez une liaison avec un homme marié depuis plusieurs années, mais quand vous lui avez appris que vous attendiez un bébé, il vous a quitté. Vous avez eu un enfant avec un homme déjà pris et il a toujours été présent auprès de son fils ou sa fille. Ou à l'inverse, cet enfant n'a jamais connu son père. Si vous vous sentez concerné, contactez la rédaction par téléphone au 0820 16 30 15 ou par le biais de notre site internet. Bienvenue si vous nous rejoignez comme chaque jour. Ce sont des parcours extraordinaires que nous vous proposons de découvrir sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités se battent depuis des années contre une maladie méconnue dont ils sont parfois les seuls au monde à souffrir. C'est notamment le cas de Rogers qui, à 21 ans, est condamné à vivre dans le corps d'un enfant. Et c'est avec ce jeune homme à la force incroyable que nous allons poursuivre notre émission et ouvrir notre deuxième partie. L'union fait ma force. Rogers, tu souffres d'une maladie très rare qui s'appelle la dysplasie osseuse avec retard. Avec retard. Donc c'est une maladie qui ronge ton système immunitaire et qui provoque de nombreuses complications. On l'a vu tout à l'heure, osseuses, pulmonaires, gastriques, et qui te condamne à faire de fréquents séjours à l'hôpital. Tu souffres au quotidien ? Oui.
Quels sont tes rêves aujourd'hui, Rogers? Mon rêve, c'est passer mon permis, Ouais. avoir une copine, des enfants, un mariage. Même elle n'est pas splendide. Je m'en fiche, l'importance, je fais ma vie. Tu as Je très fais ma envie vie. d'indépendance, d'être indépendance et d'avoir ta propre vie. Même je suis mariée avec une femme, des enfants. Je vais être pas très loin de mes parents. Quand même. Quand même. Quand même, c'est très important, Ouais, les j'imagine. parents. Comment vous l'envisagez, vous, l'avenir, Ange et Violette? L'avenir, c'est un bien grand mot. Bien, l'avenir, en réalité, on voit au jour le jour. C'est ça. On En ne fait, fait que au jour le jour. vous savourez l'instant présent, je crois. Voilà. C'est parfois le but d'une vie philosophique. On apprend enfin à être capable de savourer l'instant présent. Vous n'avez d'autre choix que celui-là. Que celui-là. Je ne fais aucun projet, car à chaque fois qu'on en fait, de toute façon, ça tombe à l'eau. Donc je préfère, à fur et à mesure, on voit. Quand elle me promet des trucs, elle me dit c'est donnant, tu fais des efforts, moi je fais des efforts. Vous savez, il y a une citation de Martin Luther King qui veut dire que je lui dis souvent, quand tu ne peux pas voler, il faut que tu cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais l'essentiel, il faut continuer De l'avant. d'avancer. Et c'est ça comme ça. Chaque jour est un nouveau jour. T'as Et vu c'est ça notre devise. Regarde bien tous. Tu vois pas son souffrance dans leur tête, peut-être son souffrance. Peut-être, oui. Eh ben, faut se dire dès aujourd'hui, le bon Dieu, il est sur nous. Faut se battre. Faut rien lâcher. Faut rien. Arnold, vous recevez à longueur de journée ces enfants, ces jeunes ces adultes qui ont parfois si peu d'informations sur le mal qui les ronge. Comment les aider? Comment leur permettre d'affronter un tel combat avec si peu d'armes? Quel est le discours que vous tenez? Je sais à quel point il est humain et proche. Hein, vous l'avez côtoyé, il vous a rappelé très vite. Voilà. Quel mot on trouve? Je pense que le message qu'on peut adresser, qu'on adresse quotidiennement, c'est continuer de se battre, comme tu le dis, en se rapprochant d'équipes de chercheurs. S'il n'y a pas un lien étroit entre les soins et la recherche, il n'y a pas de perspective de progrès et d'avenir. Mais il faut intégrer maintenant le progrès médical, le progrès technologique dans l'avenir de Rogers. Je suis convaincu que l'histoire va nous apprendre qu'une réponse, au moins un diagnostic, sera apportée à son problème. J'en suis convaincu. Et qu'à partir du moment où il reste assez confiant, assez proche des équipes de recherche, comme c'est le cas, je suis convaincu que la recherche est en soi, participe pleinement du projet thérapeutique. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces enfants, quand ils viennent à Imagine? Ils viennent rencontrer des experts, mais plus encore que des experts médecins, ils viennent voir les chercheurs qui travaillent sur leur maladie. Et c'est ça la magie de l'Institut Imagine, c'est l'alliance au quotidien des soins prodigués par des experts et de la recherche menée par des chercheurs de pointe dans un même lieu. C'est un tube à essai avec les enfants, les familles, les spécialistes, les médecins et les chercheurs. S'il n'y a pas cette proximité, il n'y aura pas. La réaction chimique ne se fera pas. C'est comme une réaction chimique. Il faut mettre tout le monde dans le même tube à essai. Rogers, Valérie Cormier, qui s'occupe de vous depuis 20 ans, et les chercheurs qui travaillent avec Valérie. Et ensemble, cette équipe va gagner. Ami, c'est ce que vous pratiquez aussi, j'imagine, au quotidien, la pathologie de votre fille et une solidarité avec les experts qui s'en occupent. Oui, ils sont très bien. On est bien entourés, bien encadrés. Donc elle souffre, elle, du syndrome de Proté, plus connu sous le nom de la maladie d'Elephant Man. Au fur et à mesure des années, la partie gauche de son corps se déforme, de nouvelles tumeurs apparaissent. À seulement 8 ans, à quel quotidien doit-elle faire face? Elle est souvent à l'hôpital. Parce que, bon, ça lui fait pas mal, mais il faut qu'on aille vérifier si la tumeur est pas mal placée.
ce qui est arrivé il y a 2 ans où elle s'est fait opérer d'une amygdale gauche, son amygdale gauche, qui avait énormément grossi, qui recouvrait la totalité de sa gorge. Donc le proté était dedans, enfin, les gènes étaient dedans, donc Amy en fait avait la mononucléose infectieuse. Et plus sa maladie, ça a fait gonfler l'amygdale. On a dû l'opérer en urgence parce que... On ne veut pas qu'elle s'étouffe. Voilà, parce qu'elle passait une vie de plus, elle s'étouffait. Donc ça a été une très grosse opération, mais ils ont été super. Et je la vois avec le sourire sur toutes les photos. Ah, mais elle est forte, c'est elle la plus forte de nous 3. Ouais, on est souvent scotché par la C'est elle qui maturité nous de ses enfants, par... Elle a un très beau sourire et... Ils savent mieux que merveilleuse. personne, justement, profiter des petits instants de répit que leur offre la vie, en dehors de la maladie. Elle se plaint jamais, elle va toujours à fond. Qu'est-ce qu'elle a compris de sa maladie? De quelle manière vous lui en parlez? Au début, on ne lui en parlait pas, parce qu'on pensait qu'elle était trop petite pour comprendre. Et ça a été une erreur. Et maintenant, voilà, on appelait ça au début le bobo le proté. Elle parlait toujours du bobo le proté. Et puis elle grandit maintenant, elle dit j'ai le syndrome de proté, c'est une maladie orpheline. Elle comprend, on lui cache plus rien. Elle sait que ça transforme son corps, que les médecins ils sont là pour faire le maximum. Puis même quand on va à Necker, elle est contente parce que les médecins ils sont super avec elle, elle comprend tout. Ils lui parlent à son niveau, avec des mots qu'elle peut comprendre. On va l'accueillir, Amy, si elle veut bien nous rejoindre sur le plateau. C'est important, professeur Munich, c'est important on en parle comment aux enfants? C'est important qu'ils sachent, qu'ils soient très informés sur leur maladie. Elle est super timide. Elle est très timide. Bonjour, Amy. Mais elle ne se laisse pas faire. Dis bonjour. Je vais la laisser arriver sur le plateau. C'est important de les informer sur leur maladie. On leur en parle comment aux enfants, à des enfants? Il y a des mots appropriés, il y a des manières de dire les choses. Écoutez, ils comprennent tout. Ils peuvent tout entendre. Ouais. Il faut dire les choses de manière intelligible aux enfants et aux frères et sœurs. Il faut en parler à tout le monde. Individuellement, parfois collectivement, ils peuvent tout entendre si c'est expliqué simplement. Et surtout, il faut bien faire la part des choses, expliquer ce dont elles souffrent. Ce n'est pas prédire l'avenir. Le diagnostic, c'est ce dont elles souffrent, ne dicte pas le pronostic. Un des grands défauts des apprentis, c'est de lier le diagnostic avec le pronostic. Nous parlons du diagnostic et nous expliquons comment on se bat pour changer l'avenir, pour modifier l'avenir. Et vous voyez bien qu'on est, avec vos 3 invités, dans 3 situations complètement différentes. Avec Rogers, on est devant une maladie qu'on n'est pas capable de nommer. On ne sait pas quelle est exactement la maladie. Avec Amy, on sait exactement ce qu'il faudrait faire pour la guérir. Il y a un gène qui s'exprime trop fort qu'il faut faire taire, il faut le réduire au silence. On sait qui est responsable de son problème et le but qu'on recherche, c'est arriver à éteindre ce gène. Et on ne sait pas le faire? On ne sait pas encore le faire. Mais on est mieux armé parce qu'on sait... c'est pas les mêmes chercheurs qui sont impliqués. Ouais. Au stade de Rogers, ce sont des généticiens qui vont séquencer tout le génome. Au stade de Amy, ce sont des biologistes qui vont essayer d'éteindre un gène qui fait trop de bruit, qui fait du tapage, qu'on va réduire au silence, on va réduire... Avec des médicaments ou avec des nouvelles thérapies dont on parle, la thérapie génique, thérapie... Non, ce sera des médicaments. Des médicaments. Ça va être un médicament qui va réduire au silence un gène tonitruant. Et avec Michel, c'est encore un autre scénario. Vous voyez, donc, dans chaque cas, il faut savoir exactement quel est le scénario explicatif pour pouvoir se battre. Nous, on est comme Rogers, on est exactement au même point. On veut se battre, chacun pour ce qui nous concerne, mais il faut comprendre qui est notre ennemi, contre qui on se bat. Et à partir du moment où on a compris contre qui on se bat, c'est le cas pour 2 d'entre eux, pas le 3e, on est beaucoup plus fort. Alors, on va s'intéresser... Un petit mot, Amy, peut-être? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça fait quel effet de venir sur un plateau de télé? C'est compliqué quand on est un peu timide. Tu vas à l'école? Oui. Dans quelle classe? CE1. Tu travailles comment? Très bien.
Comment ça se passe avec les séjours à l'hôpital? Vous arrivez à compenser? On arrive, les maîtresses nous aident beaucoup, elles sont super, nous font rattraper le retard. Elles vont en soutien toute l'année aussi pour nous aider, pour dire qu'il n'y a aucun retard. Et puis la maîtresse m'a dit qu'elle se débrouillait très bien. Comment tu vis tout ça, toi, Amy? Tu as envie de nous en parler, ta maladie? Pas trop. T'es forte, ça on peut le dire. Hein? Voilà. Et puis on s'en fiche de la maladie, on a dit. Il y a quand même le temps de jouer auprès des copines. Il y a des moments comme ça de complicité avec des enfants de son âge? Avec les enfants de nos amis, oui. Mais à l'école, elle joue avec des plus petits. Elle joue pas avec les enfants de son âge, elle. Elle nous dit que des fois c'est dur, qu'elle est un peu aussi rejetée, que les enfants ne veulent pas lui donner la main parce qu'elle en a une sur la main. Après, voilà, comme on dit, on n'en veut pas aux enfants qui ne jouent pas avec notre fille. On en veut un peu aux parents parce qu'ils n'expliquent pas que voilà, leur camarade peut avoir un problème, que tous les enfants ne sont pas faits pareil. Mais c'est, voilà, ils ne sont pas faits pareil, mais ça reste des enfants, ils sont tous pareils. Enfin, on est malade, on n'est pas malade, mais on est un enfant, on a le droit d'avoir les mêmes choses. Voilà, c'est... Auprès de qui, justement, avez-vous trouvé du soutien depuis toutes ces années? Nos amis, notre famille. Les médecins, les autres malades du proté. On en a retrouvé quelques-uns. Et c'est vrai que ils ont été super parce que bon, le proté est différent chez chaque personne. Mais voilà, ils nous donnaient un peu comment ils ont vécu leur adolescence. C'est important d'échanger. C'est important de savoir aussi quand même si on sait que voilà, ils sont pas pareils, mais ils nous aident beaucoup. Et puis vous avez aussi des amis virtuels sur des réseaux sociaux qui vous ont aidé à avancer. Et parmi eux, il y en a un qui a tenu à vous faire la surprise d'être là aujourd'hui. Il s'appelle David. Et il lui tenait à cœur de vous rencontrer pour la première fois. Donc je vais l'accueillir. Attention. C'est pas vrai. Laissez-vous vous installer parce que... Ah, c'est pas vrai. Alors David, vous souffrez du syndrome de Clove. C'est une maladie qui a beaucoup de similitudes avec le syndrome de Proté, dont est atteinte Amy. Pour quelles raisons vous avez souhaité être aux côtés de Marilyn et d'Amy aujourd'hui? J'ai tenu à lui faire la surprise de venir la voir. On parlait souvent via les réseaux sociaux. On n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se voir. Et ça a été l'occasion aujourd'hui de la voir. Donc vous échangez beaucoup tous les deux? On a échangé beaucoup, effectivement. Qu'est-ce qu'il vous apporte, David? Il est simple, il va toujours de l'avant, il se bat alors que c'est dur. C'est un bel exemple. Vous avez 25 ans, David. Oui. Vous êtes un jeune homme épanoui. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais comme un jeune homme de 25 ans. Je ne me prive pas, je profite de chaque instant. Ouais. Je suis malade, oui, mais je ne veux pas me priver. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Amy ou à Marilyn? Mais qu'elle profite, de vivre sa vie comme elle le veut, qu'elle le montre, qu'elle montre sa maladie. Il ne faut pas qu'elle ait honte. Et je suis sûr que Marilyn le fait très bien et qu'elle continue à montrer qu'il n'y ait pas de différence. C'est important ce message. Hein, on ne cachera jamais la maladie de ma fille, non. Ouais. Puis on veut toujours aller de l'avant, toujours. Il faut. Amy, tu avais envie de dire quelque chose à David, toi? Non, elle me demandait comment il a fait pour venir. Il s'est caché où? Tu parles avec lui? Amy, elle parle avec lui? Non. Je leur montre. Je lui montre les photos de David, Stéphanie, petite Émilie. Je remarque qu'elle est timide, mais elle écoute tout. Hein. Rien ne lui échappe. Hein. Très attentive, cette petite fille. Elle retient tout. Michel,
vous, pendant plusieurs années, vous avez fait abstraction de votre myopathie. Il n'y avait pas encore vraiment de diagnostic posé en continuant votre vie et votre métier de pompier notamment. Mais après le décès de votre femme, la maladie s'est aggravée. Et vous avez dû finalement décider de changer de métier et de vous occuper de vous, de prendre ce problème au sérieux. Combien de temps a duré cette errance de diagnostic? Pratiquement 2 ans. Ouais. Pratiquement 2 ans, et puis... Depuis que le diagnostic est posé, vous vous sentez mieux armé pour lutter, pour combattre? Déjà, je suis soulagé, je connais ce que j'ai. Maintenant, maintenant, je ne sais pas où je vais. Donc, quelle réponse on a par rapport aux pathologies qui vous touchent? Il y a des médicaments qui vous soulagent quand même? Il y a quelques médicaments qui me soulagent quelque peu, mais les médecins disent que chaque cas est différent. Ouais. J'avais des cousins dans la famille qui avaient cette maladie génétique aussi. J'ai jamais fait le rapprochement parce qu'elle ne se manifeste pas du tout comme elle peut se manifester pour moi. C'est d'autant plus difficile à vivre, ce genre de maladie, que ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Exactement, exactement. Et donc puis, ça se traduit par une fatigue, par une faiblesse musculaire. Faiblesse, ne plus pouvoir monter les escaliers, ne plus pouvoir marcher, enfin ne plus pouvoir courir. Maintenant, j'ai des difficultés pour marcher. Donc on est parfois confronté à l'incompréhension de ceux qui vous entourent. Ah, complètement. Dans le milieu professionnel, comme dans le milieu, enfin, tout niveau social, on a des difficultés à... Quel est le sens de votre présence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Le sens, c'est que je crois que malgré ces maladies qui nous handicapent tous les jours, il faut réussir à vivre ce qui peut être vécu. Et donc, moi j'ai trouvé des soutiens à travers notamment l'AFM Téléthon. Moi je connaissais l'AFM Téléthon que par le Téléthon, le don et puis la recherche génétique. Et derrière ça, il y a aussi des gens qui ont une action sociale. Les référents de parcours santé de l'AFM qui encadre le malade, qui l'aide à déterminer les besoins tant matériels que financiers. Ça, c'est des aides qu'il faut savoir profiter. Parce que sinon, on n'a pas tout comme ça. On se retrouve isolé. Il y a beaucoup de solutions à trouver encore. Hélas, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a bien compris que l'argent est un accélérateur de recherche, que par exemple, pour poser un diagnostic précis, dans le cas de Rogers, il faudrait quoi? 10 000, 12 000 euros. Ouais. Donc vous avez une association, vous allez faire des actions, j'imagine. Alors, on mettra les coordonnées sur notre site internet. L'association des Petits Anges de la Vie a déjà financé une première partie des travaux en 2010, on continue. Donc voilà, c'est vraiment destiné à cet effet-là, à donner un maximum de chance à Rogers, puisque on travaille en étroite collaboration avec l'Exome, donc le fameux examen. Et on est persuadé qu'à un moment ou un autre, effectivement, avec monsieur le professeur, on va trouver le lapin qui sortira du chapeau. On fait la recherche, un jour ou l'autre. On vous le souhaite en tout cas. Donc il y a de l'argent pour financer les recherches et puis il y a de l'argent pour aider les malades au quotidien, dans les aides sociales dont vous parlez, les référents, les techniciens d'insertion, les aides scolaires, autant d'arguments que nous développons à l'occasion du Téléthon. Mais si vous avez envie d'exprimer votre générosité pour aider les malades en attente encore de diagnostic, eh bien libre à vous. On vous donnera toutes les coordonnées sur notre site internet. Et le docteur Munich a fondé, lui, la fondation Imagine, qui reçoit toutes ces familles en errance de diagnostic, justement, et qui combat au quotidien pour trouver des solutions. Merci d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et Rogers, on est derrière toi. Je reste. Tu restes debout. Debout. Et combatif. Et jour au jour, je me dis, allez, ma famille, mes amis, tous sont là autour de moi. Et nos téléspectateurs maintenant, j'en suis sûre. Merci. Merci d'être venu voir. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir témoigné. Merci. Je vais embrasser Amy. Tu veux bien m'embrasser? Tu es tellement ravissante. Tellement ravissante. Merci. Merci à vous tous.
Merci, on se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous prendrons des nouvelles de Jean-Pierre, dont la fille a été assassinée par le tueur en série Guy Georges, ainsi que de Manon. Et puis on vous mettra sur notre site internet toutes les coordonnées des associations et de la Fondation Imagine. Merci beaucoup, à tout de suite. Dans toute une histoire, Jean-Pierre était venu rendre hommage à sa fille Pascale. Elle a croisé le chemin de Guy Georges, qui est un tueur en série. Après la mort de sa fille, il avait mis toute son énergie au service des victimes de crimes sexuels. C'est finalement dans la recherche de sauver les autres qu'on trouve le salut de sa vie. Nous prendrons également des nouvelles de Manon, qui était atteinte d'une maladie génétique dégénérative. Dans mon collège où j'étais, ils se sont tous éloignés de moi, sous prétexte que j'étais limitée dans mes déplacements, donc en gros je ne servais plus. Dans l'Histoire continue, c'est une Manon pleine de projets que nous retrouverons. La suite de son parcours exemplaire, ce sera dans quelques minutes. Like my mind where I'm going, no women, no shorties, no nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on.